Bien, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sorbonne Université, en tout cas si vous êtes là pour la première fois et si vous avez fait déjà votre licence ici, eh bien, bienvenue quand même, hein. Vous connaissez les lieux, mais ça ne change rien. Donc on commence cette semaine tous les cours de master, et ici c'est le cours de linguistique française pour le master de LFA. Je vais commencer par vous donner quelques informations pratiques. Alors, tout d'abord, tous les cours, vous voyez là, j'ai un micro et j'enregistre avec OBS en principe mon PowerPoint. Donc, tous les cours sont enregistrés et mis en ligne sur mon site internet personnel. Donc, je donne un lien normalement sur Moodle. Mais si vous voulez, vous allez sur ce QR code et vous tombez directement sur le site. Là, si vous voulez essayer avec votre téléphone, en principe, ça doit marcher. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc, quand vous entrez sur la page d'accueil du site, vous avez une rubrique cours et séminaires ici. Quand vous cliquez sur cours et séminaires, vous tombez sur les deux cours que je fais là au premier semestre. Ce qui nous intéresse, c'est le premier, là, Master LFA Linguistique Française. Quand vous cliquez sur accéder au cours, vous tombez sur cette page dans laquelle, donc, j'ai déjà mis la terminologie grammaticale, on va en reparler tout à l'heure, j'ai déjà mis un lien, mais vous voyez, vous aurez pour chaque séance le PowerPoint complet, donc vous n'êtes pas obligé de prendre tout en note, vous saurez que vous récupérez de toute façon le PowerPoint, et vous avez aussi l'enregistrement de la séance, donc soit l'enregistrement simplement audio, minimum il y a l'enregistrement audio, sauf bon, panne, parfois mon truc n'a pas assez de pile, et ça s'arrête en plein milieu parce que la pile était usée. Donc voilà, donc ça peut arriver qu'on rate, on n'ait pas l'enregistrement, mais en général j'arrive à mettre l'enregistrement audio, et parfois quand ça veut bien marcher, mais il y a pas mal de bugs avec OBS, je vais carrément le PowerPoint avec le son, hein, donc c'est vraiment là une vidéo utilisable, qui est plus pratique à utiliser pour récupérer le cours. Donc tout ça est très utile, hein, donc il y a ça pour toutes les semaines, depuis cette séance jusqu'à la dernière du semestre. Donc à la limite, vous pouvez rester chez vous, ne pas venir en cours et tout suivre sur Internet, mais c'est pas fait pour ça, hein. C'est fait d'une part parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui suivent ces cours à l'étranger, parce qu'en réalité tout ça est hébergé sur une chaîne YouTube. En réalité le lien vers l'enregistrement, c'est une chaîne YouTube où il y a plein d'abonnés en France, à l'étranger, et il y a beaucoup de gens qui ont, en particulier à l'étranger, où il n'y a pas beaucoup de professeurs de linguistique française qui suivent ce cours comme ça, de loin, et à qui c'est très utile. Donc, mais ça sert surtout pour, ça sert aussi surtout pour les étudiants qui sont ici, et qui, si vous êtes absent ou absente un jour, ça vous permet de rattraper facilement le cours. Ça me permet aussi, comme j'ai quand même parfois des missions à l'étranger, etc., en cas d'absence, je vous mets un cours en ligne, tout ça comme ça, il n'y a pas trop de retard. Et c'est quand même très très pratique. Mais un mauvais usage, évidemment, c'est sachant que tout est toujours en ligne, du coup de ne plus venir en cours. C'est par expérience, hein, les personnes qui font ça, en général, échouent. Alors qu'il y a un taux de réussite très important pour ce cours. Quand les gens assistent au cours, si vous n'assistez pas, c'est très difficile. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu un seul cas de personne qui a réussi en venant jamais en cours, hein, parce qu'il y a quand même, on comprend mieux, on peut poser des questions. Voilà, c'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est pratique pour dépanner quand on est absent, mais sinon, ça ne remplace pas vraiment le cours en présent. Cela dit, moi, je ne fais pas l'appel. Juste de temps en temps, je fais passer une feuille d'émargement pour voir à peu près qui est là. Ça me sert au moment de l'examen, quand je vois des gens qui ont des très mauvaises notes, je remarque comme par hasard qu'ils n'étaient jamais sur la fiche que j'ai fait signer. Donc je me dis, c'est pas un accident, c'est juste quelqu'un qui n'a pas suivi le cours. Donc voilà, ça me rassure un peu d'une certaine façon. Voilà pour cet aspect-là. Alors, maintenant, ah mince, je me rends compte que j'ai oublié un truc important dans mon bureau. Là, je vais être obligé d'aller le chercher tout à l'heure. Bon. L'objectif du cours, tel qu'il est affiché sur les brochures, c'est le suivant: montrer comment exploiter une connaissance des structures linguistiques du français contemporain pour l'apprentissage de la grammaire. Donc, on est dans une perspective
de FLE, mais bien que il y ait eu quand même, en particulier dans la mouvance des courants qu'on appelle communicatifs en FLE, une méfiance, voire carrément une défiance à l'égard de l'enseignement explicite de la grammaire, la question se pose tout de même de savoir si ça a une efficacité quelconque d'enseigner la grammaire du français dans un cours de FLE. Est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, etc. Alors, comment avoir une réponse à ce genre de questions autrement qu'une réponse, disons, personnelle, aléatoire, dire oui, moi je pense que oui, pourquoi? Parce que moi quand j'ai appris le français, j'ai eu des cours de grammaire, ça m'a beaucoup servi. Bon, ben voilà, c'est mon expérience personnelle, mais quelqu'un d'autre va dire moi j'ai appris le français comme ça, même sans avoir de cours, juste en étant dans le pays, et voilà, je parle bien. Bon, donc, comment faire? En fait, il y a quand même des protocoles expérimentaux qu'on connaît, hein, qui sont les protocoles expérimentaux de la psychologie cognitive. Comment il faudrait faire? Eh bien, il faudrait prendre 2 groupes au minimum d'étudiants, vérifier que globalement ils ont à peu près le même niveau en français, prendre un groupe, ne pas du tout lui enseigner de grammaire et faire un apprentissage de français sans du tout d'enseignement de grammaire explicite, et pour l'autre groupe, faire un enseignement de grammaire explicite, et puis, une fois qu'on a fait des pré-tests au départ pour vérifier que les niveaux étaient à peu près équivalents, on fait ce qu'on appelle un post-test à la fin de l'expérimentation pour vérifier si ceux qui ont eu des cours de grammaire ont un meilleur résultat que les autres. Hein, ça a l'air simple comme ça. Mais en réalité, ça n'a jamais été fait d'une manière sérieuse et on n'a pas de preuves expérimentales sur le français en tout cas. Alors il existe une bibliographie quand même en langue anglaise sur l'anglais qui montre quand même que les instructions explicites ont une efficacité réelle. Donc on peut se baser là-dessus, mais après tout, d'une langue à l'autre, ça peut changer. Donc on n'a pas, malgré le fait qu'il y a quand même des chercheurs en didactique du FLE, etc., on n'a pas un travail fiable permettant de prouver, oui ou non, est-ce que l'enseignement de la grammaire joue un rôle intéressant, est-ce que ça améliore la rapidité de l'apprentissage, est-ce que ça améliore la qualité de l'apprentissage sur le long terme, voilà. Hein, alors, la réponse, donc, du coup, elle est une espèce de pari. Hein. On va enseigner ou pas la grammaire en se disant, si vous voulez, dans l'histoire, vraiment très très résumé, hein, dans l'histoire de la didactique du français langue étrangère, il y a eu quand même un moment, comme je vous le disais, où, comme les méthodes anciennes, traditionnelles, reposaient beaucoup sur l'apprentissage des conjugaisons, des choses comme ça, certaines formes d'apprentissage grammatical, hein, eh bien, il y a eu une forme de modernité dans les années, je dirais, 70 à peu près, au moment de l'émergence un peu de la linguistique dans l'université française. Il y a eu un moment où on s'est dit que cet apprentissage explicite de la grammaire était inutile et que donc il était préférable d'être dans des situations plus de communication directe, etc. Voilà. Mais en réalité, on peu à peu, si vous voulez, l'espèce de conception un peu rudimentaire qu'on avait de l'enseignement de la grammaire en classe de langue a évolué, hein, parce que la question c'est à supposer qu'on dise oui, hein, c'est utile d'enseigner la grammaire en classe de FLE, reste la question de savoir quelle grammaire enseigner. Parce qu'évidemment, si en parlant d'enseignement de la grammaire, on veut dire qu'on fait apprendre par cœur des tableaux de conjugaison, ok, là on est d'accord, ça ne va pas servir à grand chose. Hein, si, ça permettra de maîtriser des paradigmes de conjugaison, mais ce n'est pas forcément ça qu'on vise par l'enseignement de la grammaire. Donc, l'objectif de ce cours, ce sera donc de faire le pari que cet enseignement explicite de la grammaire a une efficacité. C'est un pari qui n'est pas complètement gratuit. D'une part, comme je vous l'ai dit, il s'appuie sur
des résultats d'études plutôt dans le monde anglo-saxon. Il s'appuie aussi sur l'expérience qu'on a de l'orthophonie. Hein. Dans la rééducation orthophonique, on sait que quand il y a des instructions explicites, quand on conscientise en quelque sorte les problèmes linguistiques auxquels les patients sont confrontés, on obtient des résultats quand même, hein, meilleurs que quand on y va comme ça à l'intuition. Donc, on a un certain nombre d'arguments pour dire que malgré tout, ça a l'air d'être utile d'enseigner la grammaire. Maintenant, la question principale, c'est quoi enseigner? Quand on parle de grammaire pour l'enseignement du français, d'ailleurs que ce soit français langue maternelle ou français langue étrangère, hein, il y a une différence bien sûr, mais qui n'est pas si grande que ça, la question se pose de savoir quelle grammaire enseigner. Quelle grammaire enseigner? Qu'est-ce qui est important? Sachant que, mais j'y reviendrai, sachant que on ne peut pas faire des apprenants des linguistes. Hein. Même vous d'ailleurs, mon but n'est pas de vous transformer en linguiste et de travailler sur une question technique très précise en linguistique. Ce sera plutôt justement de vous donner un aperçu général et clair, aussi clair que possible, des structures grammaticales du français. Alors, je vais commencer par vous proposer un test, et c'est ça que j'ai oublié dans mon bureau. J'ai imprimé les trucs tout à l'heure, et malheureusement j'ai oublié la pochette dans mon bureau, donc je vais absenter 2 minutes pour aller la récupérer. C'est ce que je le fais à chaque fois en début d'année. C'est un petit test, vous verrez, de grammaire qui me permet de voir un petit peu où vous en êtes. Alors, en général, je constate que c'est très hétérogène, c'est-à-dire que certains d'entre vous ont de bonnes connaissances, etc., d'autres pas du tout. Mais d'abord, ça me permet de savoir un peu quel est le pourcentage parmi vous qui se débrouillent déjà bien et ceux qui sont plus en retard sur les connaissances grammaticales. Donc, ça me permet d'ajuster un tout petit peu mon contenu d'enseignement. Mais aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin de l'année, en général, sauf quand on n'a vraiment pas le temps, qu'on est un peu pris par le temps, je vous redonne exactement le même test. Et là, normalement, vous constatez que vous avez énormément progressé. Bon, donc, je vais aller chercher ce test. J'en ai pour 5 minutes, hein, et je reviens. Puede ser ahora. Lo voy a cortar porque el final lo voy a hacer súper pequeño para que ellos no aposta. Es para que para subir la cuestión. Claro. No es que a lo mejor yo 10 años sin dar gramática. Serio gramática. Yo sí tengo que más en ustedes. A ver, Esta es la realidad. y tienes que ir a un seminario y ahí además eso me le falla. No, eso sí que lo he escrito.
blog. Mira, yo tenía un profesor que no ha puesto mucho. No, really. Media hora que para que se acabe la fecha. El pelo de fútbol, la pelo Bueno, sí. Estamos todos que no podemos para nada, que no tuvimos la nota. Es que no va a ser Estos son por lo menos 2 puntos más. Porque encima la
Sí, no, hombre, que no se esconda que con todo lo de las reuniones que nos faltaba mola. A mí les gusta, en plan, a mí me enseñé que de las cosas, todo eso me encanta, me chifla, pero me cuesta, ¿sabes? Llegar a... Así lo que gracias, nos ponía de repente cosas, entonces, primero, ella iba a normales, teoría, no sé, Pero claro, no, ya comprado los ya comprado ya, a ver, sigo pensando que lo va a ver. Joder, a ver, es súper viaje express, gracias a Dios, no nos conocemos nada. Viene el viernes. ¿Sabéis que va a venir ahora? No, viene el viernes por la noche y se va a ver por la mañana. O sea, pasa un día. Así que ya veremos, ya veremos. Voilà, bon, ça a été un peu plus long que prévu parce que du coup j'avais pas fait assez de photocopie, donc je l'ai refait. Voilà, je distribue ça.
Bien, alors, quelques petites consignes rapidement, mais c'est plutôt une absence de consignes. C'est pas noté du tout, hein, c'est vraiment un test de simplement pour moi, pour mon information. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas, vous ne mettez rien, mais je vous donne justement pas de consignes, mettez ce que. Voilà, si on vous dit analyser un mot ou un ensemble de mots, qu'est-ce que. Je suis curieux de savoir ce que vous allez indiquer. Hein. Donc ce qu'on va faire, vous faites comme vous pouvez, ensuite je récupère, mettez votre nom quand même, oui voilà, il y a le nom, mais, je les récupère, et puis ensuite on corrige ensemble, juste pour que au moins vous ayez la réponse à vos questionnements. Et moi en même temps, je jette un petit coup d'œil sur vos réponses. Est-ce qu'on peut faire une photo pour après la correction? Si vous voulez, mais vous l'aurez dans le PowerPoint, hein, puisque voilà, hein, le texte il est là, donc vous l'aurez aussi dans le PowerPoint. C'est pas forcément indispensable de le photographier. Juste un mot sur le texte, c'est un extrait de Blaise Cendrars, L'homme foudroyé, donc un texte un peu quand même clairement autobiographique. Je ne le lis pas, mais prenez le temps de le lire. C'est un passage. Bon, en fait, je vais le lire quand même, pour juste le cas où il y a quand même quelques étudiants étrangers, il y a peut-être des mots qui méritent une explication. Alors, il y avait longtemps que Maman Roux ne me boudait plus. Donc, Maman Roux, c'est une dénomination un peu familière pour une hôtelière, enfin une personne qui est la patronne d'un hôtel. Mais à Pâques, elle eut le sourire. Toutes les chambrettes, si sommairement meublées d'un lit de fer et d'un pot de chambre ébréché, de l'ancien dortoir des mineurs et des carriers, donc les carriers, c'est les gens qui travaillaient dans les mines, dans les carrières, enfin dans les mines, non, plutôt dans les carrières de pierre, quoi, dans les carriers, étaient occupées par des couples venus de Paris ou de la Côte d'Azur, et dans chaque cellule, on entendait les rires et les éclats des vedettes plus ou moins connues de la scène ou de l'écran, que ce campement amusait et que les trous dans les cloisons, les inscriptions, les dessins obscènes, les initiales gravées au couteau faisaient pouffer. À table, c'était la cohue, André et quelques littérateurs menaient le train, l'équipe des pêcheurs était de la fête, sans oublier Valentin, le cynique qui faisait s'esclaffer ses dames. On ripaillait, alors ripailler, c'est faire des repas abondants, boire du vin, etc. On ripaillait du matin au soir, ce fut une semaine de liesse, d'éclats dans l'eau, de bains de soleil, de parties de pêche, de danse jusqu'au petit jour, de brouille, de raccommodement, et de 2 ou 3 écarts de passion. Vous en avez de belles amies, me disait la Maman Roux, et dire que je croyais que vous en repinssiez pour la femme amique. Alors ça c'est du langage un peu familier, pour dire je pensais que vous étiez un peu attiré par la femme de Mick, hein, bon voilà, que vous ayez... on dirait aujourd'hui que vous ayez un crush avec la femme de Mick. Bon, excusez-moi, on peut se tromper. Mais moi, qui présidais à tout cela sans dégoût, j'y assistais sans plaisir. Il y avait trop longtemps que j'avais quitté le monde du théâtre et du cinéma, et que je m'étais mis en marche de la littérature pour vivre intensément sur un autre plan, dans la grande nature de Dieu que j'embrassais amplement dans les pays du Nouveau Monde, et sans les mépriser encore, je me sentais détaché de mes amis, engagé à fond dans une voie qui s'éloignait d'eux. Je tournais le dos. Jamais je ne me suis senti aussi seul. Tout un récent passé n'existait plus. Personne ne pouvait me suivre. Donc, vous voyez, c'est le sentiment de quelqu'un qui est entouré de ses amis, tout le monde s'amuse, etc. Et lui, il est dans une espèce de mélancolie, de pensée qui est dans toute autre chose, etc. Voilà. Hein, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous me demandez. Et pour le reste, eh bien voilà, pour vous simplifier la tâche, j'ai indiqué chacun des mots à réaliser. Et puis, vous dites ce que vous pensez. Et ensuite, on fera la correction. Pendant que vous faites ça, j'en profite pour gagner du temps, parce que j'en ai perdu assez tout à l'heure, pour vous poser des questions sur les aspects matériels, puisque je suis aussi le responsable du master. Est-ce que tout le monde a trouvé à s'inscrire dans les cours, etc. Oui, ça va? Pas de problème particulier à signaler? Vous pouvez me le dire à la fin de l'heure, hein, si nécessaire. En principe, on fait une pause au bout d'1 heure, hein, c'est ce qu'on fera dans les cours normaux à la suite, mais là, comme on a perdu beaucoup de temps avec d'autres choses, on ne va pas faire de pause aujourd'hui. Hein, désolé, mais
d'habitude je le fais, je vous le dis quand même. Alors, on va corriger ça, mais je vais vous donner des éléments, évidemment, je ne vais pas donner toutes les explications, parce que ça supposerait d'avoir fait tout le cours en amont, mais c'est quand même pour vous donner un aperçu, et que vous sachiez si eh bien, ce que vous avez indiqué était à peu près correct ou pas. Bon. Alors, première phrase, il y avait longtemps que maman vous ne me voulait plus, mais à Pâques, elle eut le sourire. Alors, il y avait d'abord à Pâques. Qu'est-ce que vous avez mis pour à Pâques, hein? Alors, je vois là, je ne dis pas les mots, bien sûr, groupe nominal prépositionnel. Groupe nominal prépositionnel, c'est pas mal. Groupe nominal prépositionnel, fonction, groupe circonstanciel. Alors, ça, c'est déjà mieux, hein. En gros, pourquoi c'est mieux? Groupe nominal prépositionnel de fonction complément circonstanciel, c'est qu'on a la nature de l'expression, groupe nominal prépositionnel, et puis sa fonction, complément circonstanciel. En gros, c'est toujours ce qu'il faut faire dans ce genre d'exercice. On donne la nature de l'expression du mot, hein, et sa fonction. Donc, je préciserai bien sûr un peu plus techniquement ce que ça veut dire, nature, fonction. Mais pour l'instant, je continue simplement comme ça. Donc, groupe nominal prépositionnel, fonction, groupe circonstanciel, ou complément circonstanciel, peu importe. U, alors, là c'est facile ça, hein, c'est le verbe, c'est un verbe du point de vue de sa nature, au mode indicatif, au passé simple. Alors évidemment, là, il n'y a pas la fonction. Hein, il y a juste la nature du mot. Et alors ça, c'est déjà... On entre dans le début des curiosités de la grammaire du français, et même pas seulement du français d'ailleurs, de la grammaire scolaire en général, c'est que il y a des mots qui ont des natures et des fonctions, il y a des mots qui n'ont pas de fonction. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, dans la grammaire scolaire usuelle, que ce soit FLE, FLM, là, il n'y a absolument aucune différence, mais dans, disons, la culture grammaticale commune, tous les mots n'ont pas une fonction. Et les verbes en particulier n'ont pas de fonction. Parfois, on donne une fonction au groupe verbal, c'est une fonction prédicat, mais le verbe tout seul, lui, de toute façon, il reste sans fonction. Donc, tout n'a pas une fonction. Et ça, c'est une première chose à comprendre, hein, et tout au moins pour le professeur. Et aussi à expliquer aux élèves, hein, justement, parce que cette confusion entre nature et fonction, c'est souvent une des difficultés de l'enseignement grammatical. Alors ensuite, toutes les chambrettes, si sommairement meublées d'un lit de fer et d'un pot de chambre ébréché de l'ancien dortoir des mineurs et des carriers. Alors, si, adverbe de manière, je prends un peu au hasard hein, des réponses. Si, adverbe de manière, bon ça c'est des gens qui sont assis les uns à côté des autres. Adverbe, complément circonstanciel de manière, adverbe, bon c'est pas mal, adverbe c'est bien. Par contre, complément circonstanciel, ça va pas. Alors, quelqu'un a mis conjonction de subordination. Alors, ici, c'est faux, hein, mais le si peut être conjonction de subordination quand ça introduit une subordonnée hypothétique. Si j'étais riche, j'achèterais une grande maison. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, on a bien affaire à un adverbe. Il n'est pas complément circonstanciel, mais ici, complément d'un autre adverbe. Hein. Si sommairement meublé d'un lit de fer, etc. En fait, le si, c'est un adverbe d'intensité, hein, et les adverbes d'intensité peuvent modifier des adjectifs. Il est si grand qu'il ne passe pas par la porte, par exemple. Peuvent modifier des verbes ou des adverbes, comme ici. Enfin, ouais. Donc, on a ici un adverbe qui est complément d'un autre adverbe, mais il peut arriver que des adverbes sont compléments circonstanciels, mais jamais ces adverbes-là, si, très, etc., qui sont des adverbes, disons, d'intensité. Les adverbes qui vont être compléments circonstanciels, c'est plutôt des adverbes comme aujourd'hui, demain, etc., des adverbes de temps. Alors, un pot de chambre. Alors, je vois préposition, bon, bah, c'est bien, tout le monde sait à peu près que c'est une préposition. Alors la préposition, là aussi, elle n'a pas de... Là non plus, je devrais dire plutôt, elle n'a pas de fonction à proprement parler, mais elle a pour caractéristique d'introduire un groupe nominal prépositionnel, pot de chambre, hein, qui est de fonction complément du nom. D'accord ?
de chambre et complément du non-pot. Alors ça, c'est une analyse un peu traditionnelle qui ne tient pas compte d'un facteur linguistique important qui est le fait que pot de chambre, c'est une expression figée en fait. Hein. Et c'est pas, quand je dis que de chambre est complément du non-pot, je cache, si vous voulez, je masque, je ne parle pas d'une réalité linguistique un peu plus compliquée qui fait que c'est pas tout à fait vrai que c'est un complément du nom, mais dans la grammaire, disons, traditionnelle, on l'analyserait comme ça. Vous voyez déjà un peu ce qui peut poser problème dans la frontière entre une analyse linguistique et une analyse grammaticale. Ancien, bon, je suppose que là, il n'y a pas eu trop de difficultés, adjectif épithète, adjectif qualificatif, adjectif, bon voilà, vous avez apparemment, la plupart d'entre vous savent que ancien est un adjectif, épithète du nom dortoir, épithète antéposé, hein, c'est vrai que un ancien dortoir et un dortoir ancien, c'est pas la même chose, hein, c'est une particularité du français d'avoir pour certains adjectifs, hein, la possibilité de le mettre avant ou après le nom, ce qui n'est pas possible en anglais. Hein. En anglais, l'adjectif est toujours avant le nom. En espagnol, je ne sais pas, en espagnol, on peut mettre l'adjectif avant ou après? Oui? Oui? Ok. Bon, voilà, typiquement, un ancien dortoir, c'est un truc qui n'est plus un dortoir. Hein. Alors qu'un dortoir ancien, c'est un dortoir, mais il est un peu vieux. Ouais, donc là, l'adjectif ancien, c'est typiquement un adjectif qui change beaucoup de sens en fonction de sa position. Était occupé par des couples. Alors, était occupé, qu'est-ce que vous avez mis là? Bon, c'est un verbe, hein, ça bien sûr, point de vue de sa nature. Alors verbe être à l'imparfait plus adjectif attribut, alors ça c'est non. Qu'est-ce que j'ai? Est occupé, imparfait, non, c'est pas tout à fait imparfait. Bon. Ah, voix passive, ouais, ça c'est pas mal. Alors, était occupé, c'est effectivement, c'est de l'imparfait, mais au passif. Hein. Était occupé par les couples. Quoi. Hein. Donc, c'est le passif des couples occupaient les chambres. Hein. Vous savez, à l'imparfait, vous auriez des couples occupaient les chambres. Exactement la même chose au passif, c'est les chambres étaient occupées par les couples. Alors évidemment, là, bon, j'ai l'air de dire que c'est évident, mais c'est vrai que souvent le statut de ce participe passé derrière le verbe être, parfois il oscille entre un statut verbal et un statut adjectival. C'est un point un petit peu compliqué qu'on verra plus tard. Des couples, alors, par des couples, qu'est-ce que vous avez indiqué? Déterminant, bon d'accord. Des couples, article indéfini, ouais. Agent, non. Article indéfini pluriel, bon d'accord, oui. Alors des couples, c'est un article indéfini pluriel, en effet. Hein, c'est le pluriel de 1. Et alors l'intérêt, c'est de faire la différence avec des vedettes ici, hein, les éclats des vedettes, où là, on a exactement la même forme, hein, des, mais qui a une toute autre valeur, puisque des, ici, c'est une forme contractée de l'article défini, qu'on appelle donc article défini contracté, de plus les, puisque ici, si par exemple, vous pouvez facilement redissocier l'article indéfini en disant, enfin l'article défini contracté, en disant les éclats de ces vedettes plus ou moins connues, hein, CES, avec un démonstratif. Donc, vous voyez que le D ici, il intègre la préposition de, ce qui n'était pas le cas précédemment. Hein. Donc, il y a le mot D, il peut être plusieurs choses différentes, comme le mot du en français. Enfin, bon, voilà. Ça, c'est typiquement les petites difficultés de la grammaire du français. Alors que pronom relatif, c'est quoi déjà? L'écran, que ce campement amusait. Oui, c'est bien ça. Conjonction de subordination. Bon, alors c'est vrai que le que, souvent en français, c'est une conjonction de subordination. Ici, c'est un pronom relatif, en effet, puisque
des vedettes plus ou moins connues de la scène ou de l'écran que ce campement amusait. Ça veut dire ce campement amusait les vedettes là qui sont pronominalisées par le que. Ce campement amusait que, c'est-à-dire les vedettes plus ou moins connues de la scène ou de l'écran. Donc le que ici, c'est un pronom relatif qui, donc en tant que pronom, il a un antécédent, c'est-à-dire il représente quelque chose, oui, voilà, il a un antécédent. L'antécédent, c'est les éclats. L'antécédent, c'est les vedettes plus ou moins connues de la scène ou de l'écran, hein, que ce campement amusait. Et cet antécédent, donc, il fait en sorte que le que peut avoir une fonction, qui est la fonction COD de amuser. Alors que la conjonction de subordination qu'on va avoir, par exemple, dans « je pense que tu aurais dû faire je ne sais quoi ». Bon, ici, le « que », il n'aura pas de fonction du tout. Hein, on verra ça. Le mot « que » en français, c'est un de ces mots grammaticaux qui a tellement de valeurs différentes que là, c'est typiquement une question dans les concours d'agrégation ou de CAPES, hein, d'étudier le mot « que » dans le texte, le « que » qui a plein de valeurs différentes. C'est typiquement une difficulté grammaticale du français. Alors, André est quelque littérateur moneltrain, quelque, donc c'est un déterminant indéfini, ce qu'on appelle un déterminant indéfini. Déterminant quantitatif, c'est pas mal. Article indéfini. Alors, article, en fait, on verra, c'est un cas de déterminant. Hein, c'est un type particulier de déterminant. Oui, je vous en prie. Pourquoi en haut avec des coupes, la nature c'est un article, et pourquoi indéfini? Oui, et pourquoi en bas avec quelque, c'est un déterminant indéfini? Oui, alors, article indéfini, déterminant indéfini, c'est ça. Oui, alors là, c'est une question de terminologie, hein, ça, on va en reparler. En fait, on a, si vous voulez, une classe générale des déterminants indéfinis qui sont à l'intérieur de laquelle il n'y a pas l'article indéfini. Il y a, si vous voulez, l'article avec ses différentes formes. Article défini, le, l'aller, article indéfini, un, une, des, et l'article partitif de la. 3 articles. Et après, vous avez les déterminants possessifs, démonstratifs, indéfinis, etc. Donc, il y a une différence entre l'article indéfini et le déterminant indéfini. On ne peut pas dire que l'article indéfini est un cas de déterminant indéfini. D'accord? Mais certaines grammaires le font, hein, qui classent les choses différemment. Pour certaines grammaires, il y a l'article indéfini fait partie des déterminants indéfinis au sens large. C'est-à-dire qu'il y a déterminant indéfini au sens strict, c'est-à-dire c'est vraiment uniquement les déterminants, on fera un cours hein, là-dessus, qui en général indiquent une quantité imprécise, quelques, certains, plusieurs, etc. Hein, certains étudiants, quelques étudiants, plusieurs étudiants, aucun, même zéro, hein, aucun étudiant, c'est aussi un déterminant indéfini. Tous ces déterminants-là, ils forment une classe particulière. L'article indéfini, il est différent parce qu'il n'a pas cette valeur quantitative assez précise, enfin pas précise, mais il n'a pas une valeur de quantité comme ça, zéro, quelques-uns, etc. Il est très, justement, plus indéfini d'une certaine façon. Bon. Donc il appartient à une autre classe, article indéfini. Mais, par ailleurs, les déterminants indéfinis et l'article indéfini peuvent être regroupés ensemble et opposés comme des déterminants indéfinis au sens large aux déterminants dits définis, dans lesquels on va mettre article défini, déterminant possessif, déterminant démonstratif. Voilà. Bon. Donc la situation est un peu compliquée, votre question est tout à fait judicieuse, mais je vous expliquerai ça, mais voilà, c'est en fait un choix de comment dire, de terminologie. Par exemple, dans une des grammaires très connues en France, dans le milieu universitaire, qui est la grammaire méthodique du français, Rigol-Polarioul, ils mettent tout de suite l'article indéfini dans les déterminants indéfinis. Hein, une classe, ils disent, voilà, il y a les déterminants définis, les déterminants indéfinis. Et du coup, ils éclatent la catégorie de l'article, puisque du coup, il n'y a plus l'article. Mais dans les grammaires, disons, plus scolaires et d'apprentissage, on n'éclate pas la catégorie de l'article, parce que souvent, on associe quand même le et un,
Et si vous voulez, c'est quand même gênant de les mettre dans... Ouais, c'est ça le problème. Bref. Alors, on revient un peu sur la même chose. Des pêcheurs, l'équipe des pêcheurs. Alors là, on a à nouveau un D, 2 plus les, hein, un article défini. Pardon, oui, pour le déterminant, mais l'ensemble des pêcheurs, pardon, c'était la question là était sur des pêcheurs, c'est un groupe nominal prépositionnel, puisque le D, comme je viens de le dire, inclut la préposition de, donc l'équipe des pêcheurs, c'est un complément du nom équipe. Alors, Valentin le cynique. Je ne sais pas si vous avez pu trouver ça. Syntagme nominal, adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'on a? Groupe nominal, ouais, bon. Alors, du point de vue de sa nature, c'est effectivement un groupe nominal, mais sa fonction, c'est une fonction un peu particulière, un peu plus technique que les fonctions de base, type sujet, COD, etc. C'est la fonction apposition. Hein. C'est encadré entre virgules, etc. C'est ce qu'on appelle la position. Vous en avez 2 belles amies. Alors voilà, encore une particularité, des complications dont le français a le secret. De, c'est ici une forme de l'article indéfini des. Donc, en fait, en français, quand on a un adjectif qui précède le nom, si on avait des amis sublimes, oui, on utiliserait des. Mais si vous mettez, là je ne peux pas dire des amis belles, parce que belle, l'adjectif belle, ici en l'occurrence, se met que devant le nom, place que devant le nom. Mais si je pourrais dire deux sublimes amis, ou des amis sublimes. Donc on voit bien que le de, ici, c'est l'équivalent de des, mais il se trouve que dans l'histoire du français, on a réduit, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer, le de, le des, on l'a réduit à de quand l'adjectif est placé avant le nom. Donc voilà, c'est vraiment, on pourrait le supprimer. D'ailleurs, je pense qu'il y a quand même une partie des francophones natifs qui ne vont pas l'utiliser, ce de, hein, qui vont dire des belles amies, des belles choses, et non pas de belles choses. Mais non, les Français un peu puristes utiliseraient cette forme réduite de l'article indéfini pluriel. Bon, me disait la maman roux, ici c'est un pronom personnel. Hein, alors, la difficulté, c'est de se rendre compte qu'il est complément d'objet indirect. Donc ça, on verra, hein, tout ce qui est les compléments d'objet. La maman roux disait quelque chose à quelqu'un. Et le à quelqu'un, c'est le me. Donc c'est un complément d'objet indirect. Ensuite, que vous en repinciez pour la femme amique, ça, c'est une proposition tout entière. Hein, et je croyais que vous en repinciez, c'est une subordonnée qu'on appelle conjonctive. Donc là, ici, on a un que qui est une conjonction de subordination, en effet, et cette subordonnée, elle est COD du verbe croire. Je croyais cela, c'est l'équivalent de que vous en repinciez. Ensuite, oui, pardon, allez-y. Pour celle de que vous en... est-ce que en français, il existe une chose comme syntagme? Oui, syntagme. C'est pas un syntagme? C'est une proposition ici. Syntagme, c'est le terme technique pour dire groupe. Groupe nominal, syntagme nominal. Hein. C'est la même chose. C'est un terme technique, mais on utilise, pour ne pas compliquer les choses, dans l'enseignement, on utilise groupe, hein, pas syntagme. Mais c'est vrai que dans les manuels de linguistique, on dit plus volontiers syntagme. Mais, bon, certains linguistes trouvent qu'il y a dans syntagme une valeur un peu plus précise que dans groupe. Sans entrer là-dedans, en gros, c'est synonyme. C'est la même chose. Par contre, proposition, c'est autre chose. Hein, parce que ça suppose qu'il y a un verbe. Vous voyez, vous avez une phrase. Ah oui, sauf que là, c'est une phrase un peu averbale. Donc, passons. Dans une proposition, vous avez un verbe à l'intérieur, hein, obligatoirement. Un verbe conjugué à un mode personnel. Qui présidait, alors ça aussi, qui présidait à tout cela sans dégoût, c'est une autre sorte de proposition. Cette fois-ci, une proposition relative. Donc, qui a introduit par un pronom relatif, qui a pour antécédent moi, hein, moi qui présidait, donc c'est le qui remplace, a pour antécédent le moi, et la fonction de ce qui, c'est d'être sujet de présider. Et la fonction de l'ensemble de la relative, c'est d'être
à poser à moi. Alors, le commentaire sur cette proposition m'amène à deux remarques. D'une part, on va travailler sur le classement des propositions et l'analyse des propositions. C'est un peu ce qu'on fera à la fin, parce que c'est quand même plus compliqué, et c'est ça qui... Enfin, il faut avoir quand même une analyse de l'ensemble des classes de mots, bien maîtriser les fonctions, un peu, les fonctions possibles, etc., avant d'arriver aux propositions, mais on va travailler sur le classement donc des propositions. Et puis, donc là, dans le cas de la relative, évidemment, il y a une difficulté particulière parce qu'il faut apprendre à distinguer la fonction du pronom relatif de la fonction de la subordonnée, et ça, on y reviendra longuement. Avec ité, c'est juste un verbe, hein, simplement cette fois-ci, c'est un plus que parfait, c'est-à-dire un verbe avec un auxiliaire à l'imparfait et un participe passé. Moi, il y avait longtemps que j'avais quitté le monde du théâtre. Hein, c'est le verbe quitter, au plus que parfait. Intense, oui. C'est que je ne comprends pas pourquoi avait quitté c'est plus que parfait, mais était occupé, c'était... Oui, ben, était occupé, vous voyez, c'était été occupé par, je vous l'ai bien montré, les chambres étaient occupées par les personnes, là, et donc des personnes occupent les chambres. Là, il n'y a pas du tout cette équité. Hein. J'avais quitté le monde, on pourrait dire le monde était quitté par moi, éventuellement, mais vous voyez, ce serait l'auxiliaire être d'abord, c'est pas du tout une structure de passif ici. Ça, c'est la distinction entre le passif, qui de toute façon en français c'est toujours avec le verbe être, et puis les formes composées du verbe. Donc si on disait le monde était quitté par moi, ça serait Du passif. Ouais. Ouais. Tout à fait. Alors, intensément, à nouveau un adverbe, cette fois-ci, donc, qui est complément de vivre, hein, vivre intensément, là c'est un adverbe complément du verbe, donc nature et fonction cette fois-ci. Le « et », en revanche, on va avoir une nature mais pas de fonction. C'est ce qu'on appelle une conjonction de coordination. Là, qui coordonne, il se trouve deux propositions, mais on verra que la conjonction de coordination, elle peut coordonner d'autres choses. Et là encore, pas de fonction hein, pour les conjonctions de coordination. Personne ne pouvait me suivre, donc on a encore là un pronom indéfini. Alors, non, tout à l'heure, c'était les déterminants indéfinis. Cette fois-ci, c'est un pronom indéfini, personne, qui est sujet de pouvoir. Donc là, c'est le classement des pronoms, hein, qui recouvre d'ailleurs assez largement, vous verrez, le classement des déterminants. Il y a des pronoms possessifs, il y a des déterminants possessifs, pronoms démonstratifs, il y a des déterminants démonstratifs, etc. Et puis, ah ben, c'était le dernier. Hein. Alors, donc, vous voyez que le genre d'analyse que je vous ai résumé ici, c'est le genre de choses avec lesquelles vous serez normalement tout à fait familier à la fin de ce cours. C'est-à-dire que le but, c'est ça, c'est de vous rendre capable, immédiatement, presque sans réfléchir, d'analyser, quand on donne une phrase, les mots, le verbe, le groupe verbal, les compléments à l'intérieur, d'avoir une vision assez immédiate et précise et assurée de tout cela. Alors, si vous n'avez pas de questions sur ce fameux test que je regarderai puis que je vous rendrai à la fin de l'année en comparant avec votre deuxième performance et en espérant que vous aurez augmenté votre score d'une manière significative, je vais commencer donc le cours à proprement parler en vous proposant une réflexion sur les rapports entre grammaire et linguistique que j'ai un tout petit peu anticipé dans la correction de cet exercice. Et donc, je commence tout de suite par, disons, vous montrer comment on réduit en quelque sorte la voilure. Hein. C'est-à-dire qu'un des gros problèmes de l'enseignement de la grammaire et des grammaires disponibles, c'est qu'elles sont beaucoup trop détaillées et qu'on a l'impression de ne jamais rien maîtriser quand on regarde les grammaires et quand on essaie de devenir un peu, disons, d'avoir une connaissance un peu stable, bien maîtrisée de la grammaire. Là, je parle du français, mais ce serait un peu pareil pour d'autres langues, mais en particulier du français. Donc,
Donc l'important, comme je le suggérais tout à l'heure, c'est de savoir trier les choses et de savoir ce qui est important, ce qui est secondaire. Si, pour n'importe quel, je sais pas, pour adjectif par exemple, vous prenez la grammaire méthodique du français, n'importe quelle autre grammaire, vous allez avoir 20 pages sur l'adjectif tout de suite. Et c'est pareil pour le reste. Et quand je dis 20 pages, je suis plutôt modeste. Hein. Donc, en fait, comment on s'y retrouver quand on est professeur et qu'on hésite, que par exemple on a des questions des élèves, hein, quand on fait des remarques grammaticales sur des phrases, sur des textes au moment de l'apprentissage, c'est très souvent qu'on a des élèves qui disent « Ah bah oui, bah vous dites ça, mais alors ça c'est quoi comme sorte de mot? Est-ce que ça c'est un complément circonstanciel ou pas ?» Et très souvent les professeurs sont démunis. Bon. Donc, ce qu'il faut pour obtenir un savoir stabilisé, c'est déjà délimiter le nombre de concepts utiles et qu'on peut considérer comme indispensables, disons, pour une description grammaticale satisfaisante du français. Il va de soi, j'y reviendrai quand je parlerai du système de la langue, que on peut pas, je veux dire, quand on fait de la grammaire dans un contexte d'apprentissage d'une langue, on ne peut pas faire des cours de linguistique. Hein. On ne peut pas dire « j'enseigne la grammaire du français » comme si on donnait toute la description grammaticale du français intégrale dans tous ses détails. Il va de soi que ça, c'est impossible. Et même, il n'y a pas un linguiste qui a une vision complète dans le détail de toutes les subtilités de la grammaire française. Mais entre avoir aucune connaissance et puis avoir une connaissance quasiment impossible de tout, il y a des intermédiaires. Il y a deux sortes d'intermédiaires. Il y a l'intermédiaire qui est de savoir avoir des notions de base et se dire qu'on pourrait mettre la loupe sur telle ou telle notion et aller l'approfondir, mais on a quand même une vision d'ensemble, et c'est ça le plus important, on a une vision d'ensemble des concepts importants et de ce qu'il est bon d'enseigner, utile d'enseigner. Et puis il y a ce qui est malheureusement le plus courant, c'est-à-dire on a une connaissance de 2-3 bricoles, mais tout ça n'est pas du tout relié les uns avec les autres, etc. On comprend bien. Donc là, je vous donne les notions qui correspondent en réalité aux notions grammaticales exigées à la fin de l'école primaire en France, et qui c'est grosso modo, à quelques détails près, c'est ce qui est indispensable, disons, pour avoir une description à peu près correcte du système grammatical. Quand je dis une description à peu près correcte, je veux dire par là qu'on va pouvoir décrire un certain nombre de choses, mais pas tout. Je vais y revenir. Simplement, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que si on fait de l'enseignement de la grammaire, c'est pas seulement pour avoir une espèce de rendement immédiat de cet enseignement. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre l'exemple pratique du français langue maternelle, beaucoup de gens s'imaginent qu'en faisant de la grammaire, on va tout de suite améliorer les compétences orthographiques des élèves, etc. C'est vrai, mais pas forcément, et plutôt à long terme qu'à court terme, etc. Donc, en fait, l'enseignement de la grammaire, c'est un enseignement qui vise, en fait, à développer une capacité cognitive très précise, qu'on appelle tout simplement la capacité métalinguistique. Donc, ça conduit à avoir un recul sur sa propre langue. Enfin, sur sa propre langue, pour le français langue maternelle, ou bien sur la langue qu'on apprend quand on est dans une situation français langue étrangère. Hein. Un recul sur sa propre langue. D'ailleurs, il est souvent utile que les professeurs de français langue étrangère, quelle que soit leur nationalité de départ, aient sur leur propre langue, même pas sur le français, eux-mêmes un recul métalinguistique. Donc, le but primordial, c'est de développer l'habitude chez les élèves ou les apprenants d'avoir ce recul métalinguistique sur leur apprentissage et sur les langues en général, et en particulier la langue qu'ils apprennent. C'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin forcément
d'un raffinement conceptuel dans la description très très grand, on a besoin d'un ensemble de notions de base et on a surtout besoin de savoir les organiser entre elles. Et ça va être le principal objectif de ce cours. Hein. Alors, quand on regarde bien, il y a une trentaine de notions, pas plus, à maîtriser. Pour les natures de mots ou groupes de mots, vous avez les 4 parties du discours qu'on appelle lexicales, le nom, l'adjectif, le verbe, l'adverbe. Puis ensuite, vous avez les mots grammaticaux, hein, le déterminant, le pronom, la préposition, la conjonction. Alors, à l'intérieur des déterminants, certes, il y a plusieurs sous-catégories, article défini, indéfini, possessif, démonstratif. Dans une première étape, ce n'est pas indispensable d'aller jusqu'au déterminant indéfini, déterminant numéro, etc., etc. On n'est pas obligé d'entrer dans le détail à ce point-là. Ce qui est important, c'est que les élèves comprennent ce que c'est qu'un déterminant. Pronom, on peut se limiter au départ au pronom personnel, c'est pas grave. Vous voyez, donc il y a les parties du discours grammatical et lexical, et puis les notions de groupe nominal prépositionnel. Je ne vais pas indiquer ici, mais il y a aussi éventuellement le groupe verbal, bon, ces notions-là. Ensuite, il y a, donc vous voyez, ça fait pas beaucoup, ça fait 8 concepts de base, hein, 8 grandes catégories, nom, verbe, adjectif, adverbe, et puis ensuite déterminant, pronom, conjonction, préposition. Donc 4 plus 4, hein, 4 parties lexicales, 4 parties grammaticales, quelques sous-catégories, puis les groupes. Bon. Ensuite, les fonctions, donc il n'y en a pas beaucoup, hein, sujet, COD, COI, complément circonstanciel, attribut du sujet, épithète, complément du nom. Vous voyez, il manque la position, il manque l'attribut du COD, bon, mais ça c'est plus technique, on peut voir après, hein, quand déjà on a compris ça. Ensuite, phrase, type de phrase, proposition, phrase simple, phrase complète, etc. Donc vous voyez que le but ici, c'est d'avoir un ensemble de notions qui ne vont pas forcément dans le détail de tout, mais qui vont permettre d'avoir une vision d'ensemble de la syntaxe du français, de la grammaire du français. C'est ça surtout qui manque aux professeurs, c'est la vision d'ensemble. Et c'est ça que je vais beaucoup travailler avec vous. Alors, sur les rapports entre grammaire et linguistique, là, j'en ai parlé un tout petit peu rapidement tout à l'heure, mais on peut y revenir brièvement. Donc, là, vraiment, c'est en très très résumé. Hein. Donc, il y a une première période où la grammaire scolaire est totalement autonome. C'est-à-dire que les enseignants, il n'y a pas de lien entre la grammaire universitaire, la linguistique, et puis la grammaire. Il y a une grammaire scolaire qui se fait d'une manière totalement autonome de la recherche sur les langues. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, fin 18e, milieu 20e, la linguistique est orientée sur surtout la linguistique historique et sur la comparaison des langues anciennes, le développement de l'indo-européen, comment les langues évoluent depuis l'indo-européen, le latin, la phonétique historique, tous ces trucs-là, qui évidemment n'ont aucun rapport direct avec la grammaire scolaire. Ce qui fait que, comme le dit Chervel, qui est un grand historien de la grammaire scolaire, elle se donne comme une vérité, donc la grammaire scolaire se donne comme une vérité absolue. Les concepts qu'elle met en place, du COD à la subordonnée circonstancielle, sont censés représenter les réalités objectives de la langue. Donc là, les professeurs sont dans une espèce de sentiment un peu quand même de certitude d'enseigner une grammaire traditionnelle qui pour eux n'est pas problématisable. Hein. Je veux dire, c'est réel. Il n'y a pas de question sur l'objet, si vous voulez, les objets linguistiques. Bon. À la fin des années 60, là, l'état de la linguistique est un peu différent. On a commencé à développer une linguistique des langues modernes, donc notamment une linguistique du français, à l'université. Et du coup, on se rend compte que beaucoup d'analyses de la grammaire scolaire sont quand même très contestables. Et là, se met en route une sorte de critique de la grammaire scolaire qui va déstabiliser l'enseignement de la grammaire et qui va le déstabiliser assez longuement. C'est-à-dire que les linguistes, voulant bien faire, ont voulu avoir quand même des descriptions grammaticales quand même d'une qualité meilleure que celle qui était proposée pour certains aspects dans la grammaire traditionnelle scolaire. Et le problème, c'est que les générations de professeurs des écoles, enfin d'instituteurs à l'époque,
qui se transmettait peu à peu un savoir de la grammaire scolaire, ce savoir il s'est limité peu à peu, les gens étaient plus trop sûrs de ce qu'ils enseignaient, et on est entré dans une période de flou qui est allée jusqu'à, dans les années 80, à un abandon quasi total de l'enseignement de la grammaire. Les instructions officielles dans la terminologie de 96, par exemple, c'est de dire qu'on ne fait plus de cours de grammaire, plus du tout. Juste on fait des remarques grammaticales à partir des textes. Ce qui compte, c'est le texte, le discours, le sens global du texte, et on ne va pas s'amuser à faire de la grammaire, ça ne sert à rien. On fait juste des petites remarques grammaticales comme ça. Moralité, en quelques générations, enfin en quelques années, les élèves n'avaient absolument aucune connaissance grammaticale. Hein. Et d'ailleurs, c'est quand même fou, parce que quand on regarde un peu, depuis le début, on doit en France commencer à faire de la grammaire scolaire au CE1, après CE1, CE2, donc jusqu'au lycée. Maintenant, il y a de la grammaire au lycée, on a mis une épreuve de grammaire au bac récemment. Donc ça fait plus de 10 ans d'enseignement de la grammaire. Quand vous prenez les étudiants, même qui vont en études de lettres en première année, mais ils ne savent presque rien, mais quasiment rien. Ils savent un nom, un adjectif, le sujet de la phrase. Ça s'arrête là. Préposition, conjonction, tout ça. La plupart des élèves qui viennent à l'université en première année ne savent pas, ont oublié. Donc il y a un échec, en tout cas pour le français langue maternelle, un échec massif de l'enseignement de la grammaire, mais vraiment massif. C'est-à-dire, et c'est presque étonnant qu'on s'en scandalise pas plus. C'est exactement comme si en mathématiques, à la fin du lycée, bon, les élèves savaient 2 plus 2, mais 2 fois 2, oula, trop compliqué. Il y en a un qui dit 4, un qui dit 5. C'est vraiment ça, hein. J'exagère pas du tout. C'est fou que, je ne sais pas si on comptait le nombre d'heures de grammaire que les élèves ont subi depuis le début jusqu'à la fin, et quand on voit le résultat, c'est un gâchis absolument phénoménal. Alors pourquoi un tel échec de cet enseignement? Toutes sortes de raisons, hein. D'abord parce que le nombre d'heures de français a diminué, mais c'est pas ça la vraie raison, c'est que l'enseignement il s'est déstabilisé et que en fait les élèves d'une année sur l'autre ils n'ont pas la même terminologie, les professeurs utilisent d'autres termes pour la même chose et le savoir ne se stabilise jamais. Hein. Alors bon, d'accord, tout le monde va dire le nom, etc. Le nom, l'adjectif, mais dès qu'on est dans les prépositions, certains vont parler de subordonnés conjonctifs, d'autres de complétifs, d'autres de... Voilà, il va y avoir des variations terminologiques très grandes, et ça pose un vrai problème. Alors, le fait qu'il y ait eu cette perte, disons, de la culture grammaticale, alors, il ne faut pas non plus idéaliser, il ne faut pas croire que les élèves de l'ancien temps étaient super forts en grammaire, pas du tout. Hein. C'est une très vieille histoire. C'est l'affaire de dire les élèves ne maîtrisent pas bien le français, alors pour l'orthographe surtout, hein, mais pour la grammaire, c'est vrai qu'on ne peut pas dire forcément qu'il y avait autrefois, enfin, en tout cas, une réussite de l'enseignement grammatical très spectaculaire par rapport à aujourd'hui. Hein. Au fond, peut-être que jamais cet enseignement n'a été vraiment efficace, mais en revanche, il y avait quand même une culture scolaire du côté des professeurs qui se transmettait et qui était assez stable. Hein. Et ça s'est un petit peu perdu, d'où la méfiance à l'égard de l'enseignement de la grammaire, en particulier en français langue étrangère. Hein. C'est-à-dire à partir du moment où les élèves, même si vous voulez, les Français qui ont vécu l'école et qui sont devenus des professeurs de FLE, etc., eux-mêmes n'ont pas appris la grammaire. Comment voulez-vous qu'ils disent que c'est important d'enseigner la grammaire en FLE, alors qu'eux-mêmes n'ont pas développé des compétences dans ce domaine, hein. Donc voilà. Alors aujourd'hui, la situation est un peu stabilisée. D'une part, il y a quand même un accord, parce que toute cette période des années 70 était aussi une période pendant laquelle il y avait des sortes de combats entre les écoles linguistiques différentes. Donc c'était très compliqué de se faire une idée sur les analyses, hein, grammaticales. Bon, c'est difficile de se mettre d'accord. Aujourd'hui,
les choses sont stabilisées, et si vous voulez, il y a les grammairiens, hein, les linguistes, les spécialistes de linguistique française sont, pour ce qui concerne l'analyse au niveau grammaire scolaire, tout le monde est à peu près d'accord sur vraiment l'essentiel. D'ailleurs, la dernière grammaire qui est apparue, peut-être vous en avez entendu parler, la grande grammaire du français, dirigée par Anne Abeillé, etc. Il y a eu pas mal de travail médiatique qui a été fait, mais tapez sur internet grande grammaire du français, vous verrez, il y a plusieurs vidéos de Anne Abeillé qui présente cette grammaire. C'est une énorme grammaire en 2 gros volumes de je ne sais plus combien de milliers de pages, mais qui a aussi une version numérique. D'ailleurs, je pense que c'était pas seulement pour... Vous pouvez, si vous allez sur internet et que vous tapez grande grammaire du français, vous pouvez avoir un accès gratuit pendant 1 mois, peut-être quelques semaines, je ne sais plus, au contenu de cette grammaire qui est extrêmement détaillée, extrêmement intéressante. Mais bon, pour vous dire, cette grammaire, elle a un tableau de la terminologie à un endroit, elle donne les terminologies, et au fond, elle donne les équivalences de sa terminologie avec la terminologie grammaticale scolaire, pour dire que, bon, voilà, quoi, il y a des mots, parfois des termes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est à peu près les mêmes catégories. Hein. Donc, il y a aujourd'hui quand même un consensus assez grand sur la description basique de la grammaire du français. Donc, on peut maintenant, on a un savoir grammatical de base sur lequel on peut s'appuyer. Ensuite, il y a des désaccords, surtout du côté des didacticiens, sur les termes à employer, au motif que certains termes seraient plus efficaces dans l'apprentissage que d'autres. Mais ça, bon, c'est vraiment un problème interne aux didacticiens. Du point de vue des linguistes, il n'y a pas tellement de difficultés. Donc on est dans de bonnes conditions, meilleures qu'autrefois en tout cas, pour développer un enseignement grammatical un peu stable. Alors, qu'est-ce que c'est que le savoir grammatical? C'est identifier, on l'a vu dans le petit exercice que je vous ai proposé, c'est identifier des natures et des fonctions des mots. D'accord? Alors, on va essayer de préciser un peu ce que ça veut dire identifier une forme grammaticale. Quand je dis forme grammaticale, ça veut dire un mot, un groupe, un syntagme, etc. Une phrase. Alors, je prends une phrase aussi simple que possible. Vous voyez, avec un nombre de mots limité, il y a le, il y a abîme et appel. 3 mots. Pas beaucoup, d'accord? Mais avec 3 mots, vous allez voir, il y a plein d'analyses possibles à faire. Alors, prenons cette expression, l'abîme appelle l'abîme, qui est donc une expression issue d'un psaume, pour dire, hein, l'appel appelle l'abîme, ça veut dire que quand vous commencez à faire quelque chose de mal, eh bien, vous êtes entraîné dans le mouvement du mal, et vous allez faire encore des choses encore plus mal, etc. L'abîme appelle l'abîme. Alors, en latin, hein, juste, je vous le signale comme ça, enfin, c'est la traduction hein, d'une expression latine, qui existe sous 2 formes, en fait. Abusus abusum invocat ou abusus evocat abusum. Pourquoi je vous mets ça? Tout simplement pour vous montrer qu'en latin, dans la mesure où on a un système de cas, où on sait que abusus, ici, c'est le sujet, c'est le nominatif, donc on sait que c'est le sujet, et abusum, ici, c'est le COD, le complément d'objet direct. Donc, à partir du moment où la fonction des mots, elle est marquée dans la morphologie, l'ordre des mots n'a pas beaucoup d'importance. On peut mettre le verbe à la fin. Alors que là, en français, on ne peut pas dire l'abîme appelle. Ça ne marche pas. Donc, pour utiliser une formule très profonde de Gustave Guillaume, une langue a la syntaxe de sa morphologie. Ça, c'est un aphorisme guillaumien très, très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une langue qui a une morphologie développée, qu'est-ce qu'on veut dire morphologie développée? Une langue qui a des cas, c'est-à-dire la morphologie, c'est ce qui est marqué dans les mots eux-mêmes. Hein. Une langue qui a des cas, comme le latin ou le grec, bon, bien sûr, le latin ici, c'est une langue qui a une morphologie développée. Si sa morphologie est développée, sa syntaxe, elle est peu développée. C'est-à-dire que l'ordre des mots n'a pas d'importance, a beaucoup moins d'importance. On n'en a pas, ça a une importance stylistique, mais ça n'a pas d'importance, une importance sur le sens de base de la phrase. Hein. Donc, la syntaxe est très libre. Inversement, si, comme en français,
la morphologie est très peu développée, puisque une des caractéristiques du français par rapport au latin, c'est ce qu'on appelle la déflexivité, c'est-à-dire le fait d'avoir perdu les déclinaisons petit à petit. Hein. En ancien français, il n'y a encore qu'un sujet qu'un régime, et puis en français moderne, il n'y a plus de cas du tout, à part un peu dans le système des pronoms, il y a un vague souvenir des cas, hein, puisque les pronoms, selon leur fonction, ils ont une forme différente. Hein. Le pronom sujet je, il n'a pas la même forme que le pronom COD me. Contre, ça veut dire la même chose, hein, mais c'est le pronom de première personne, mais il change de forme selon sa fonction. Bon, ben là, il y a de la morphologie, là. Hein. Mais, globalement, le français a une morphologie assez pauvre. Un peu plus riche que celle de l'anglais, par exemple. Alors voilà, très limitée, la morphologie de l'anglais. Et donc, ça veut dire que toutes les informations qui ne sont pas dans la morphologie, elles devront être dans la syntaxe. D'où l'importance de la grammaire, parce que la grammaire, c'est quand même principalement, je ne l'ai pas dit, mais c'est principalement la syntaxe, un peu la morphologie, pour tout ce qui est conjugaison, marque de genre, de nombre et tout ça, mais c'est quand même, en français, le gros morceau de la grammaire, c'est la syntaxe du français. Et là, et pourquoi c'est important en français? Parce que ce n'est pas vrai pour toutes les langues, hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser l'idée que la grammaire est importante pour l'apprentissage à toutes les langues. C'est particulièrement pour le français que ça a, à mon avis, une grande importance. Ben parce que, précisément, le français étant une langue à morphologie assez pauvre, eh bien, presque tout est dans la syntaxe. Alors, reprenons. L'abîme appelle l'abîme. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire en grammaire à partir à partir de ces trois mots qui forment une phrase? Déjà, il y a une identification des mots abîmes. Je peux dire que abîme, dans les deux cas, ce sont des mots. Bon, je peux dire de la même façon que appel est un verbe. Je peux aussi identifier la nature des déterminants, c'est-à-dire les articles définis ici, et l'apostrophe. Je vois que j'ai deux groupes nominaux, l'abîme au début, l'abîme à la fin. Ça aussi, c'est une identification, j'identifie les groupes. Je remarque que appelle l'abîme, c'est un groupe verbal. Que l'abîme, le premier groupe nominal, il est de fonction sujet, tandis que le deuxième, l'abîme, est de fonction COD. Et enfin, je peux remarquer que tout cela représente une phrase. Donc vous voyez que toutes ces choses, hein, ce sont des analyses grammaticales qui sont des identifications, soit de nature de mots, soit de fonction de mots ou de groupe de mots, hein, donc de nature de mots, de groupe de mots, de fonction de mots ou de groupe de mots. Et c'est ça qui va constituer la capacité d'analyse grammaticale. Quand on dit qu'on enseigne la grammaire, c'est pas pour enseigner, c'est pas un savoir, c'est pas des connaissances. On n'enseigne pas la grammaire pour que des élèves soient capables d'apprendre par cœur et de répéter la définition, par exemple, d'un adverbe, d'une phrase. Qu'est-ce que c'est qu'un adverbe? Qu'est-ce que c'est qu'une préposition? Je veux dire, le fait d'apprendre une définition de ces notions, parfois on voit ça, pas en FLE, hein, pas du tout en FLE, mais dans la grammaire scolaire FLM, on voit beaucoup ça, hein, parfois dans les copies, dans les cahiers des élèves, hein, on voit qu'ils ont copié la définition de la préposition, l'institut leur demande d'apprendre ça par cœur, c'est presque rien du tout. Hein. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est une compétence d'identification. C'est pas de savoir par cœur une définition, c'est d'être capable d'identifier phrase, groupe nominal, sujet, etc. Bon. Or, identifier, c'est un terme un petit peu flou pour dire que l'on peut traduire du point de vue cognitif par quelque chose de plus précis qui est la notion de catégorisation. Identifier, c'est en fait catégoriser. Catégoriser, c'est-à-dire mettre dans une catégorie grammaticale. Hein. Quand je dis que, par exemple, le deuxième, l'abîme, le deuxième groupe nominal, l'abîme est de COD, est de fonction COD, je le catégorise dans la fonction COD. Je le mets dans la catégorie, une catégorie fonctionnelle en l'occurrence. Quand je dis que c'est un groupe nominal, l'abîme, je le catégorise dans une nature de mots, de groupe de mots, plus précisément de groupe de mots. C'est de la catégorisation. Or là, à partir de la notion de catégorisation, on touche quelque chose qu'on peut décrire du point de vue cognitif. Hein. Qu'est-ce que c'est que catégoriser? Catégoriser, comme le dit, c'est un peu d'une manière très simplifiée cette définition. Catégoriser, c'est traiter un ensemble de choses comme d'une façon ou d'une autre, équivalentes, les mettre sur le même tas, les appeler par le même nom, y répondre de même façon. Hein.
catégoriser, c'est ça. Et c'est vraiment une aptitude humaine, dès que vous commencez à y réfléchir, indépendamment de la catégorisation purement grammaticale, catégoriser, c'est une aptitude humaine absolument fondamentale. En fait, dès que vous percevez quelque chose, je ne sais pas, c'est une bouteille, bon, bah, en fait, c'est un objet que, sans même y réfléchir, vous mettez dans une catégorie tout de suite. Vous ne voyez pas cette bouteille comme dans sa spécificité, comme une singularité, comme un objet très... En fait, vous le voyez comme un cas particulier de bouteille, donc, comme une occurrence particulière de la catégorie générale des bouteilles, peut-être des petites bouteilles. Si vous avez à l'intérieur des grandes bouteilles une sous-catégorie des bouteilles, donc gazeuses, etc. Bon, ouais. Donc, en fait, tout ce qu'on perçoit dans notre environnement, là autour de nous, il y a des livres, bon, bah, ils ont tous des couleurs, des formes un peu différentes, mais immédiatement, on les catégorise tous comme des livres, et on n'a pas besoin de réfléchir pour dire c'est un livre ou un ordinateur, ça déjà, je réfléchis. Non, non. Bien sûr que dans notre vie, nous avons l'habitude nous vivons avec des catégories qui sont bien sûr largement culturelles, hein, et qui correspondent à notre environnement, mais on n'y réfléchit pas. Cette notion de catégorisation, elle est absolument essentielle. Et si elle n'existait pas, eh bien, en fait, c'est totalement inimaginable. Hein. Un être vivant qui ne catégorise pas. Ça voudrait dire quoi? Il n'y a aucune catégorie. Ça veut dire que tout objet est une pure singularité qui n'a aucun rapport avec n'importe quel objet. Deux grains de sable sont deux trucs aussi différents qu'un grain de sable et un camion voilà, ou une voiture. Ce serait ça, l'absence de catégorisation. Un monde de pure singularité, hein, comme certains philosophes nominalistes défendent un peu cette idée, mais bon, c'est pas comme ça. À la fois le monde est structuré, à la fois nous percevons des catégories. Cette aptitude à la catégorisation, elle modifie aussi votre perception du monde. C'est-à-dire que, imaginez, vous vous promenez dans une forêt, vous n'avez aucune connaissance botanique. Qu'est-ce que vous voyez? Vos catégories, elles vont être grossières. Vous allez voir des arbres, des feuilles. Vous êtes capable de catégoriser les feuillages, les troncs, les branches, bon, la mousse sur les arbres peut-être. Mais quelqu'un qui a des connaissances botaniques, il ne va pas voir des arbres. Il va voir des hêtres, des chênes, des bouleaux, et pour lui, ça ne va pas du tout être la même chose. Hein, il va avoir des catégories différentes immédiates avec ses connaissances. Bon. Alors, j'y reviendrai d'une manière plus en détail la semaine prochaine, mais ce que je veux dire par là, c'est que la catégorisation dont on va mettre en œuvre, la catégorisation grammaticale qu'on va mettre en œuvre pour l'enseignement du français, ça va être un type de catégorisation très spécifique, mais c'est la mise en œuvre d'une capacité à catégoriser qui est générale et qui s'est utilisée pour plein d'autres choses dans notre vie. Hein. Donc, en fait, ce qu'on va développer, si vous voulez, si je reprends cet exemple de la personne qui se promène dans une forêt, actuellement, où vos élèves, ils voient des mots sur une page, des mots les uns à côté des autres. Hein. C'est comme celui qui, dans la forêt, voit des arbres, des troncs, etc. Et petit à petit, vous allez développer une aptitude à la catégorisation qui va faire en sorte que les élèves, ils ne vont pas plus voir des mots. Ils vont voir des groupes nominaux, des groupes verbaux, des structures sujets, des structures objets, etc. Exactement comme celui qui a des connaissances botaniques voit dans la forêt, non pas des arbres, mais des hêtres, des bouleaux, des trucs. Hein. Donc ça va être mon travail de développer ça chez vous déjà, hein, précisément, que vous voyez les catégories grammaticales d'une façon complètement différente, hein, et vous allez voir, ça change votre perception de la langue. Hein. Et ensuite, bien sûr, que vous soyez capable de l'enseigner ensuite à vos élèves. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je reprendrai sur la notion de catégorisation en l'approfondissant. Pas de questions sur le cours d'aujourd'hui? Bon, bah, très bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.